Bonjour à tous. Je vous propose de regarder ensemble l'arcane 8 du tarot intitulé La Justice. Pour les passionnés d'astrologie, il est à noter que cet arcane est en résonance avec la pleine lune du 24 juin dernier. Cet arcane nous montre un personnage féminin vêtu d'une robe rouge et d'un manteau ouvert bleu. La volonté, couleur rouge, se déploie dans le cadre de la prudence et de la réflexion, couleur bleue. La couleur chair du visage, des cheveux et des mains est celle de l'incarnation, qui confirme que le symbolisme de cet arcane concerne en premier lieu la justice rendue par les êtres humains. Enfin, tout le reste, dont la tiare, la couronne, le trône, le glaive et la balance, est de couleur jaune, la couleur du soleil, qui représente la matière divinisée. Nous comprenons d'ores et déjà que la justice et la loi évoquées par cette lame sont signifiées sur un plan humain, mais également sur un plan divin. Cet arcane évoque l'idée de la loi qui s'interpose entre l'action libre de la liberté individuelle et l'essence même de l'être. L'homme agit suivant son libre arbitre et la loi réagit par des effets visibles et invisibles à son action. C'est parce que la loi réagit que le personnage représentant la justice est une femme. C'est une action en réponse à une action première. Le message de l'arcane peut aussi être traduit par le constat que la loi s'interpose entre la liberté de l'homme et la liberté de Dieu. Si nous regardons le trône, nous voyons deux colonnes qui bordent le dossier. Nous pouvons les mettre en lien avec les colonnes de l'arbre des séphirotes, celle de la rigueur à gauche et celle de la grâce à droite. Si maintenant nous regardons le fléau de la balance, il est horizontal, ce qui est synonyme d'équilibre. Et pourtant, nous pouvons observer que le plateau de droite est plus bas, donc plus lourd, et plus grand, que le plateau de gauche qui semble posé sur le genou droit du personnage. Par ailleurs, le personnage semble appuyé avec son bras dont la manche est jaune sur le plateau le plus grand et le plus bas. Cela signifierait-il que la grâce a plus de poids que la rigueur? Et remarquons que le glaive est du côté de la colonne de la rigueur. Avant d'avancer plus profondément dans cette analyse, revenons au sens des attributs du personnage. La couronne nous dit que cette femme tient sa dignité et sa mission d'en haut. La balance indique qu'elle garde l'équilibre, l'ordre, l'harmonie, la santé et la justice. Le glaive indique comment elle garde cet équilibre dans le domaine des libres volontés individuelles. C'est le glaive qui signifie la sanction dans le sens du pouvoir de rétablir l'équilibre chaque fois que la volonté individuelle tourne le dos à la volonté universelle. La justice est donc gardienne de l'équilibre entre l'individuel et l'universel, et elle a le pouvoir de le rétablir chaque fois qu'il n'est pas respecté. C'est dans le domaine du jugement que la réalité et la vérité de la justice se manifestent. Car prononcer un jugement à l'égard de quoi que ce soit est un acte ayant pour but de trouver la justice. En tant qu'êtres pensants, nous sommes tous des juges. Toute question que nous nous efforçons de résoudre donne lieu à une séance de notre tribunal intérieur. Il est cependant essentiel de ne pas confondre juger et condamner. On juge des phénomènes et des actes, mais on ne juge pas les êtres, car ils sont inaccessibles au jugement de la pensée qui n'est fondée que sur l'expérience phénoménale. On peut dire à son prochain « tu agis comme un insensé », mais celui qui dirait « tu es insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Nous trouvons ces paroles dans l'évangile de Matthieu. On ne peut juger l'âme et encore moins l'esprit d'un être quel qu'il soit. Ceci étant, il est possible de percevoir l'âme des êtres par l'intuition.
sachant que l'âme est toujours la victime de tout crime que l'être puisse commettre, l'intuition joue le rôle de la défense, de l'avocat. À cet égard, nous trouvons une illustration magistrale de cette affirmation dans les paroles du Christ en croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Trois constats sur ces paroles. Premièrement, ce qu'ils font est, au point de vue phénoménal, criminel. Deuxièmement, le jugement est remis au Père, à Dieu. Et troisièmement, l'appel est un plaidoyer, pardonne-leur, et fondé sur la certitude due à la perception intuitive qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le rôle de l'intuition de l'intelligence est distinct du rôle de la recherche et de l'établissement des faits de l'entendement. La stricte justice est corrigée par l'équité, du moins dans la justice des pays qui ont accepté les principes du droit romain et du droit anglo-saxon. C'est afin de faire valoir l'équité, ou peut-on dire le jugement de l'intuition de l'intelligence, que le jury a été institué pour l'exercice de la justice dans la civilisation chrétienne. Avant le christianisme, l'institution du jury n'existait pas. Le processus de l'exercice de la justice humaine consiste dans l'effort total de trois facultés cognitives de l'être humain. Premièrement, de la faculté de formuler des hypothèses sur la base de données fournies par les sens, ce qui correspond à l'instruction. Deuxièmement, de la faculté d'argumentation logique ou d'appréciation des faits pour et contre ces hypothèses, ce qui correspond au débat. Et troisièmement, de l'intuition, ce qui correspond à la décision. La structure de la justice juste humaine ne peut être qu'une image ou une analogie de la justice divine cosmique. Pour en revenir à l'arbre des séphirotes du point de vue de la justice, nous pouvons dire que la colonne médiane correspond à l'équité et qu'elle est encadrée par les deux autres qui correspondent à la défense, la grâce, et à l'accusation, la colonne de la rigueur. Le système des 10 séphirotes est basé sur un équilibre mobile qui se rétablit dans le cas où une dissymétrie momentanée se serait produite. C'est le système de la balance. Une balance établit l'équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, entre le côté droit et le côté gauche. L'équilibre entre la droite et la gauche est la loi de la justice qui maintient l'équilibre entre la liberté individuelle et l'ordre universel. C'est le karma comme loi régissant le règlement des dettes mutuelles des êtres. Mais l'œuvre de la balance haut-bas, ciel-terre, dépasse la justice du karma. Elle est celle de la justice de la grâce, celle du Nouveau Testament. Rappelons-nous la 5e phrase du Notre Père, la prière que le Christ nous a lui-même donnée. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Par ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, il est dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le sens pratique de la balance ciel-terre est celui de la coopération avec la grâce. Il y a une corrélation, non de mesure mais de nature, entre le plateau d'en bas, l'effort, et le plateau d'en haut, le don. Il n'est pas question de quantité, mais de qualité. Il se peut que mon pardon d'une seule offense d'autrui entraîne le pardon d'un millier de mes offenses de même nature. Celui qui fait appel à la balance de la justice, qui est aussi la balance de la paix, qui la prend comme méthode d'entraînement de la pensée, du sentiment et de la volonté, est directement visé par la béatitude du sermon sur la montagne. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés.
Rassasier signifie ici que justice sera faite. En tant qu'exercice spirituel, la balance de la justice peut nous donner des leçons sur le karma, sur les rapports entre la fatalité, la liberté et la providence, sur le problème des trois glaives, celui du chérubin de l'Éden, de l'archange Michael et de l'ange de l'Apocalypse, et également sur le problème de la sanction dans l'œuvre de la justice cosmique. Cet arcane fait grandir en nous l'honnêteté et le courage moral de la justice impartiale. Il nous familiarise avec la 8e force qui met en équilibre les 7 forces du corps astral. C'est cette 8e force qui opère dans la pesée et le jugement au moyen de la balance de la justice dans le fort intérieur de notre conscience. Cette 8e force a à voir avec le libre arbitre. Le libre arbitre est le facteur indéterminable. La liberté est un fait qu'on expérimente quand on juge par notre conscience propre. Le mot conscience contient l'idée de la balance, car il implique le savoir des données des 2 plateaux de la balance. C'est au niveau de la conscience que commence et se situe le domaine de la liberté. On n'est pas libre quand on juge ou qu'on agit selon son caractère ou son tempérament. On est libre quand on juge et qu'on agit selon la balance de la justice ou la conscience. Mais la justice, la pratique de la balance, n'est que le point de départ d'un long cheminement et développement de la conscience, et donc de la croissance de la liberté. Tournons-nous maintenant vers les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy. Pour le 8e arcane, c'est le personnage de Jeanne d'Arc qui a été choisi. Jeanne d'Arc est née le 5 ou 6 janvier 1412 en Lorraine, à Domrémy, et elle est morte brûlée vive par les Anglais le 30 mai 1431 à Rouen. À l'âge de 12 ans, elle a commencé à entendre des voix et à avoir des apparitions, en particulier de l'archange Saint-Michel, qui l'exhortait à secourir le roi de France. Elle finit par accepter cette mission, et nous savons l'importance de son rôle dans l'inversion de la situation à cette époque de la guerre de 100 ans. Sans son intervention, la France et l'Angleterre ne seraient peut-être pas parvenues à se séparer nettement, et les 2 pays n'auraient pu suivre un développement suffisamment distinct l'un de l'autre. Lorsque l'on sait que ces 2 nations ont des missions spirituelles très différentes, l'intervention de Jeanne d'Arc n'en prend que plus de poids. Jeanne d'Arc avait donc le don de clairvoyance et le don de clairaudience. Elle voyait et entendait les êtres spirituels. Ces 2 facultés sont accessibles à chacun d'entre nous, mais cela demande un entraînement, des efforts, de la discipline, de la persévérance. Le premier grand obstacle à l'acquisition de ces facultés est l'ignorance quant à l'importance de les développer. Et le second grand obstacle est la paresse. Il appartient à chacun d'entre nous de surmonter ces obstacles. Mais revenons à Jeanne d'Arc. Elle est l'archétype de l'individualité liée à la liberté et à l'indépendance. Elle nous invite à nous battre pour notre idéal de vie. Si nous sommes véritablement à l'écoute de cet idéal, nous savons qu'il peut se manifester dans le respect d'un équilibre entre nous et le monde environnant. Au niveau spirituel, l'archétype de Jeanne nous invite à incarner l'esprit de notre temps, qui est l'archange Michael. Il est le régent de notre époque, c'est-à-dire qu'il insuffle l'état d'esprit de notre époque pour le monde entier, et cela depuis 1879 et jusqu'en 2235. Son influence agit à 3 niveaux, le premier étant celui de la pensée. La grande nécessité de notre temps est de sortir de notre pensée matérialiste pour nous orienter vers l'invisible, vers les réalités spirituelles. Notre actualité sociétale nous pousse à nous poser des questions de fond, à nous tourner vers l'essentiel, à nous interroger sur le sens profond de la vie, à éveiller notre conscience et à nous ouvrir au transcendant.
Nous relier à Michael permet de nous relier à l'impulsion de la liberté au sens spirituel du terme. À ce sujet, je vous invite à lire un autre livre de Marie-Pascale Rémy, intitulé « Saint-Michel, renaître dans le combat spirituel ». Avant de terminer cette étude par les interprétations données à l'arcane 8 du tarot dans des tirages traditionnels, je souhaite évoquer, comme d'habitude, les cartes de l'enfant intérieur. Il est à noter qu'aux États-Unis, les lames 8 et 11 du tarot sont généralement inversées. Ici, en correspondance de l'arcane de la justice, nous aurons donc la lame 11 des cartes de l'enfant intérieur, pour laquelle Isha et Mark Lerner ont choisi l'histoire du vœu de Midas. Avant de nous proposer un résumé du conte, il nous rappelle qu'habituellement cette lame représente une figure féminine symbolisant la justice cosmique et personnifie donc la déesse de la sagesse. Cette déesse, connue sous le nom de Thémis chez les Grecs et Maat dans l'Égypte pharaonique, cette déesse nous enseignait qu'il fallait faire les comptes au moment de quitter la vie terrestre et que l'âme du défunt était pesée dans la balance divine. Et si la morale du conte de Midas est de prendre conscience que la beauté et la nature sacrée de la vie sont bien au-dessus de la fortune ou de la richesse matérielle, la grande leçon du conte de Midas est de prévoir les conséquences de ses actes. Pour rappel, le vœu de Midas était de transformer en or tout ce qu'il touchait. Son vœu ayant été exaucé, il lui suffisait de poser un doigt sur un fauteuil, sur une fleur ou toute autre chose, et cela se transformait immédiatement en or. Mais le roi Midas avait une fille qu'il adorait, et lorsqu'il la prit dans ses bras, elle se transforma elle aussi en or. Le roi supplia alors l'inconnu qui avait exaucé son vœu de lui retirer ce pouvoir de transformation en or de tout ce qu'il touchait. L'inconnu accepta, en lui indiquant un rituel à accomplir pour cela. Ce rituel, avec de l'eau, correspondait à un nettoyage de ses péchés d'orgueil et de cupidité. Les auteurs terminent l'interprétation de cette carte par des conseils tels que appréciez la beauté des choses simples, équilibrez votre vie, ayez foi en votre jugement intuitif et donnez-lui la préférence au froid raisonnement logique. Pesez soigneusement vos décisions afin d'éviter de vous nuire à vous-même et de blesser ceux que vous aimez. Nous retrouvons là, d'une part, la pratique du discernement et d'autre part, le jugement intuitif ainsi que la notion d'équilibre en général et l'éveil de la conscience. Pour terminer cette étude, voyons brièvement les interprétations généralement utilisées pour les tirages traditionnels des cartes du tarot. Dans ce cadre, la justice représente avant tout la loi, la rigueur, l'équilibre, mais également les contrats de tous ordres et les conseils dictés par la logique. Dans le cadre d'un tirage concernant la vie professionnelle, elle nous parle de stabilité et d'intégrité, mais également de discipline, de sens de la hiérarchie, de poste dans l'administration ou les grandes institutions. Si l'aspect négatif est dominant, elle évoque un côté tatillon, une certaine froideur, une certaine rigidité dans l'application de règlements, et même parfois une certaine malhonnêteté. Sur le plan sentimental, il est question là aussi de stabilité, de mariage légal lorsqu'elle est associée à l'arcane du pape, de principes moraux, et dans l'aspect négatif de l'arcane, nous pouvons nous trouver dans un contexte d'amour platonique, de froideur, de divorce, voire de procès. Si cette lame représente une personne, cela pourrait être un juge, un avocat, ou bien un fonctionnaire d'État, ou encore un comptable. D'une manière générale, cet arcane de l'équilibre et du sérieux nous rappelle qu'il y a des limites à ne pas dépasser et qu'il est bon d'exercer son discernement en toute situation. J'arrête là cette étude de cet arcane de la justice et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.